clics et des claques sur Europe 1. Bérangère Bonte. Ce loup-garou, c'est loup-garou. Sauvons les loups-garous français, David Abiker. C'est donc ce groupe Facebook et vous allez nous raconter l'histoire depuis le début. Oui, il faut remonter un peu en arrière. On est entre le 13 avril et le 15 juin de l'année dernière. 90 brebis sont égorgées dans la région de Cholet, dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire. 90 brebis sont égorgées et évidemment produisent un dommage, un préjudice pour des éleveurs locaux. Alors évidemment la presse locale se saisit de l'affaire parce qu'on n'identifie pas les causes de la mort. On imagine que c'est une bête, mais c'est pas évident parce que la bête vient pour se nourrir, pas pour se nourrir. On imagine que elle est d'une taille conséquente vu les dommages, elle attaque à la gorge. Voilà, ça aurait pu rester un fait divers local. Et puis, à la fin du mois d'août, vers le 30-31, la presse nationale s'en saisit. Dans deux magazines importants, qui sont le Nouvel Observateur et l'Express, on peut lire une mystérieuse bête attaque 90 brebis. La préfecture mène l'enquête, on ne sait pas trop. Et comme souvent dans des attaques de brebis, il y a un espèce de vieux fond de la presse française qui ressuscite la vieille affaire, très vieille affaire de la bête de Gévaudan. Et, oui. Et la presse sérieuse ne peut pas s'empêcher d'introduire dans ses titres le mot mystérieux, comme si des esprits ou des esprits diaboliques se réincarnaient sur Terre pour venir attaquer les brebis. Mais derrière ça, il y a sur place un enquêteur qui s'appelle Martin Crépon, qui vient enquêter et qui très vite dit mais c'est peut-être pas un loup, c'est peut-être pas une bête, c'est peut-être pas un rôdeur, mais ça pourrait bien être un loup-garou. Il est avec nous en studio ce soir et ce Martin Crépon est tellement actif et il est tellement numérique qu'il va créer sur Internet un blog où il rapporte des pièces à conviction qu'il a ramassées sur place. Il va créer sur Internet, toujours sur Facebook, un groupe pour la sauvegarde du loup-garou. Un peu comme si finalement on créait un groupe pour sauvegarder le camembert au lait cru. Et c'est là qu'il y a quand même 10 000 fans qui suivent. Il y a 10 000 fans. Et puis petit à petit, il va avoir un portrait dans Ouest France, qui est un journal sérieux. On va lui tirer le portrait en disant, voilà, il y a ce garçon qui part à la recherche du loup-garou. Et puis ce week-end, nuit de début de 2001, Martin Crépon disparaît, toujours sur les lieux de l'égorgement de ces 90 brebis dans cette région. Et à ce moment-là, ça commence clairement à nous mettre la puce à l'oreille. Facebook plus le blog, alors que les brebis ont réellement été égorgées. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce buzz qui vient là, 10 000 amis sur Facebook, cette espèce d'engouement pour les loups-garous, et évidemment, il est là ce soir. Bonsoir, bonsoir. Martin Crépon. Vous êtes donc vivant. Eh bien, finalement, oui, je suis en vie, malgré toutes les tensions que ça a suscité toute la journée. Alors, cette histoire, effectivement, remonte à loin. Elle avait attiré l'œil averti ou aguerri de David Abiker. Simplement, vous, quand on dit spécialiste du loup, vous êtes qui ? Martin Crépon, c'est pas quelqu'un qui se définit comme un spécialiste, mais plus comme un passionné de lycanthropie. Et c'est ce qu'il a montré sur un blog qui est créé en novembre 2011 et qui est encore actif aujourd'hui, et dans lequel il explique d'abord toutes les théories qu'il a sur les loups-garous, toutes les recherches qu'il a faites, et qui, avec les événements dont M. Abiker a parlé, se décide en fait à aller sur le terrain parce que il y a des événements qui sont intrigants. Il veut plus lire des livres, il veut aller voir en vrai ce qui se passe et si le loup-garou existe. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a mené une enquête ou une pseudo-enquête sur le terrain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le terrain, il y a des faits avérés, réels, qui se sont déroulés, à savoir que des éleveurs ont perdu leurs bêtes, comme ça arrive souvent. D'ailleurs, c'est arrivé ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, dans des bergeries. Chaque année, des bêtes sont attaquées. Ce qui est assez curieux, c'est que Martin Crépon a eu le culot de se pointer sur place dans la région et de se présenter comme un enquêteur, un peu comme un explorateur, comme un Tintin du loup-garou. Et il est allé voir les gendarmes en leur disant, très sérieusement, en menant une enquête, et il rapportait cette enquête sur son blog en rapportant des pièces à conviction. C'est-à-dire que vous avez des photos de traces sur votre blog, des traces dont on peut pas imaginer qu'elles soient pas fictives un petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est que ces traces, ces photos, cette vidéo que vous avez encore postée hier avec la bête qu'on aperçoit mystérieuse, effrayante? Alors dans un premier temps, il y a beaucoup de preuves que Martin reçoit en fait de la part d'internautes qui sont intéressés par son enquête et que lui, il se charge uniquement d'analyser.
Donc c'est des vidéos, des traces de pas, et ensuite, une fois qu'il va sur le terrain, là forcément, Martin Crépon disparaît, s'efface un peu, et les preuves plus matérielles que je trouve directement elles sont produites plus que trouvées par hasard. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce temps-là, sur Facebook, il a tous ses fans, tous ses copains qui lui disent « Vas-y, poursuis l'enquête, on veut savoir, etc. » Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les gens qui nous écoutent, là, doivent être en train de se dire, ils délirent complètement sur cette antenne. On va petit à petit. À un moment, on va expliquer quand même ce qui se passe. Il a un peu une tête de nous. À un moment, il va falloir avancer, David, et je vous laisse le faire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut voir la vidéo qu'il a postée sur Facebook dimanche soir, ou que son complice a postée sur Facebook dimanche soir, qui est celle de sa disparition. Donc, il est censé être enlevé par un loup-garou. Et là, on rentre dans une culture qui est typiquement une culture d'Internet. Et à ce moment-là, je veux rappeler à tout le monde les éléments d'un film qui est un film fondateur dans cette culture-là, de la fiction, parce qu'on est quand même un peu dans la fiction, mais pas complètement. Et c'est pour ça qu'on l'a invité, parce que cette fiction, on y arrive, se base sur des faits réels et dramatiques pour les éleveurs. Ce film, c'est le projet Blair Witch, tout simplement. C'est-à-dire que il est filmé dans sa disparition, dans une pseudo-fiction, caméra à l'épaule, chassant le loup-garou, sur la base de faits réels qui sont l'égorgement de ses brebis, mais on en arrive évidemment à ce qu'on appelle le reveal en marketing viral. Nous y sommes. Et il va nous le dire. Alors ? Et voilà, en fait, on a vraiment créé un feuilleton qui s'est déroulé tout le week-end sous la forme de nombreuses petites vidéos qu'on a postées, et qui a, je pense, suscité pas mal d'attentes parmi les gens qui découvraient la page et qui ont découvert au fur et à mesure que Martin Crépon n'existait pas réellement et n'était pas vraiment un jeune de près de 30 ans passionné de loup-garou, mais que c'était une mise en scène destinée à faire découvrir la projection, la diffusion prochaine de la série Teen Wolf sur MTV, qui commence donc ce samedi à 21h. Voilà, et là on est dans le bidonnage. La déception s'effondre sur moi. Ah bah ouais, les loups-garous n'existent pas. Teen Wolf est une série qui vise tout à fait le public de Facebook. C'est un jeune homme sur un campus américain qui a la mauvaise habitude de se transformer en loup-garou. Et il y en a peut-être quelques-uns qui se sentent un tout petit peu grugés là, dans cette histoire. On marque une toute petite pause et on y revient tout de suite. Des clics et des claques sur Europe 1. Michel Drucker, animateur, un mythe, une légende. Sur Europe 1, nous l'avons reconstruit. Nous en avions les possibilités techniques. Et nous avons donné naissance au premier animateur biocomique. Aujourd'hui, Michel Drucker est plus fort, plus rapide, plus drôle. En un mot, le meilleur. Faites entrer l'invité, présenté par Michel Drucker. C'est vrai que les pièces sont pas d'origine. C'est du lundi au vendredi, 10h, 11h30 sur Europe 1. Mais la performance est énorme. Question directe. En cas d'accident de voiture, il devient quoi votre bonus 50 ? Chez Direct Assurance, vous gardez votre bonus 50 pour toujours, même en cas d'accident responsable. Rendez-vous sur directassurance.fr et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Conditions de l'offre sur le site. Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances ? T'es sûr ? Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander. Ok, je sors les valises. Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la fonction publique et de l'ANCV. Papa, dans ton boulot, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de la famille des salariés ? Eh bien, on organise le marathon des grands-parents. 42 km en couple, bras dessus bras dessous. Vous êtes dingue ? Je rigole. Mais Malakoff Médéric a pensé à leur bien-être. Grâce à moi, papy et mamie bénéficient du meilleur rapport qualité-prix pour leurs prothèses auditives. Malakoff Médéric prend soin des salariés et de toute leur famille avec son réseau d'audioprothésistes partenaires. Une idée Malakoff Médéric de plus pour prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir. Europe 1, 20h, 22h30. Des clics et des claques. Le loup, J'ai choisi. Reggiani. On a à deux voix avec Christophe Ondelat. Bon, c'est le choix de Guy Berenbaum, validé visiblement par notre invité Christophe Ondelat. Martin Crépon est toujours là. Oui, c'est pas mal, hein ? Ouais. Et au téléphone, Christian Méas, qui est le journaliste de Ouest France, qui a suivi les deux hurluberlus à côté de Cholet, Martin Crépon et son collègue. Bonsoir Christian Méas. Oui, bonsoir. Vous êtes tombé dans le panneau aussi, vous, hein ? Voilà, exactement. Donc tout d'abord, je voudrais féliciter Martin Crépon d'avoir si bien joué la comédie. J'ai cru à son histoire, je le reconnais. Donc vous avez fait son portrait, c'est ça ?
Voilà, on a fait le portrait de Martin Crépon et de son acolyte. Ils sont passés à la rédaction. Voilà, on a relaté leur démarche et ce qu'ils venaient faire dans les Mauges, c'est-à-dire sauver le loup-garou. Dans un contexte pareil où il y a quand même des éleveurs, enfin c'est assez dramatique pour eux, ça vous fait rire ou avec le recul, vous pensez que demain matin vous allez vous réveiller avec petite gueule de bois quand même? L'histoire assez insolite pour la raconter, hein. C'est vraiment l'histoire de deux huluberlus qui font le déplacement de Paris jusqu'à Cholet pour retrouver un loup-garou. Alors évidemment, je ne parle pas de croire en l'existence du loup-garou, hein. Je ne crois pas au loup-garou, je vous rassure. Mais voilà, je trouvais intéressant de raconter ça à nos lecteurs, la démarche de deux types passionnés, des spécialistes entre guillemets, on l'a écrit comme ça dans le journal, qui veulent sauver le loup-garou. Voilà. Du strict point de vue journalistique, comment on rétropédale? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez expliquer à vos lecteurs? Ah ben on va l'expliquer dès demain d'ailleurs dans le journal. On va raconter à nos lecteurs qu'on s'est fait avoir là-dessus. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il faut le reconnaître. Hein, c'est un peu rageant, hein, c'est sûr, hein, mais voilà. Il n'y a rien qui vous avait mis la puce à l'oreille dans tout ça? La puce à l'oreille. Alors, enfin, la puce à l'oreille du loup-garou, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je vous disais, donc évidemment, on ne croyait pas au loup-garou. Non, non, mais sur eux, pourquoi pas avoir deux passionnés comme ça, deux types qui décident d'aller en. Non, mais c'est vrai que c'était crédible là, pour le coup. Les deux un peu fous furieux. Bon, oui, certes, voilà. Enfin après tout. Ouais. Après, c'est sûr que j'avoue, j'ai pas décelé qu'ils travaillaient pour la série Teen Wolf, pour MTV ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Mais je pense que dans l'article, après, si vous l'avez bien lu, on a vraiment pris de la distance par rapport à cette démarche. Dès l'entame du papier, j'écris que c'est insolite et non pas mystérieux comme vous l'avez dit tout à l'heure, David. Non, je l'ai dit pour l'Express et l'Express. Pour l'Express et le Nouvel Obs. Je l'ai pas dit pour Ouest France. Nous, on écrit insolite, effectivement. Et à maintes reprises dans le papier, j'indique que, voilà, à un moment j'écris ouf, heureusement, parce que le loup-garou ne va pas manger le foie des cadavres. J'attaque le papier sur les railleries et le scepticisme qu'ils vont provoquer. Je termine le papier par l'absence de preuves en fait qui s'apporte. Voilà, je pense que là on a pris la distance nécessaire et la preuve c'est qu'on n'a pas eu de retour de lecteurs. Ça va venir. Ah, peut-être demain, peut-être après. Messieurs, est-ce que ça a des chances de provoquer l'effet escompté, Martin Crépon? Parce qu'au final, ça reste, avec tout le respect que j'ai pour Ouest France, ça reste une affaire qui va se passer sur le web, autour de Ouest France. Je ne sais pas si l'Express et le Nouvel Obs vont y revenir. Alors, attends, l'Express et le Nouvel Obs, eux, ont donné un point d'appui aux usurpateurs. Oui, ils ne sont pas allés sur le loup-garou. Non, ils ne sont pas allés sur le loup-garou, évidemment. Ils ont joué la cause du mystère. Et c'est vrai que à l'heure où je vous parle, ça reste mystérieux cette affaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la cause qui a égorgé les brebis. Qui a égorgé les brebis? Martin Crépon. Ben oui. Alors en fait, je pense que est-ce que c'est un succès? C'est ça la question que vous me posez. Je pense que ma présence ici, ça prouve quand même que oui, ça a fonctionné, même au-delà de nos espérances, à MTV et à Vice Media. Donc, vous n'avez pas un peu mauvaise conscience? Honnêtement, en me regardant dans les yeux, monsieur Je vous regarder dans les yeux, j'ai absolument pas mauvaise conscience d'avoir créé une histoire de loup-garou qui a été suivie par des jeunes qui sont, il y en a la plupart qui sont en fait simplement amusés à suivre, comme le disait Christian Méas, un hurluberlu, un passionné. Et je pense que les éleveurs, par exemple. Ben pourquoi j'aurais mauvaise conscience? Ouais, pourquoi en fait? Je sais pas, parce que peut-être ils ont imaginé quelque chose, que maintenant c'est eux. Moi j'ai rencontré l'éleveur que j'ai rencontré, j'ai parlé une demi-heure avec lui et. Mais vous lui avez pas expliqué la réalité de la démarche? Au début non, je voulais voir en fait comment les choses allaient se passer parce que j'allais pas l'attaquer frontalement là-dessus. Vous allez aller les voir maintenant? On a discuté, et en fait ce qui est rapidement ressorti quand même, c'est que la presse et les médias traditionnels qui sont venus à leur rencontre ont agi en fait, je pense, plus mal que Martin Crépon, dans le sens où eux voulaient vraiment faire du sensationnalisme, alors que nous, on s'est resté beaucoup plus. Et vous faites du commercial, potache. Ouais, potache et puis en fait, on avait quand même une audience beaucoup moins grande que ces gens-là. Et il y a la fille de cet éleveur en fait m'a contacté par mail suite à la parution dans Ouest France. Et m'a dit qu'elle croyait pas du tout à ma thèse, mais que par contre, si je revenais dans les Mauges, elle était prête
m'aider et à me faire rencontrer d'autres Le truc, c'est que éleveurs eux restent avec leurs brebis tuées et leur malheur et le mystère, Les pour le coup. Parisiens se sont bien amusés. Et c'est un peu ça, quoi, la sensation qu'ils doivent avoir. Non, je suis pas du tout d'accord parce que déjà c'est quand même une simple histoire de loup-garou. C'est un truc que moi je fais depuis que j'ai 17 ans en colonie avec des jeunes. On fait des histoires. Comment vous y verrez, vous, à perdre 90 brebis comme ça, égorgées, quand c'est tout votre bien, quoi. Bah oui, mais justement, il y a, les éleveurs qui ont subi des attaques comme ça. On leur a fait vraiment aucun mal. On s'est pas moqué d'eux. On n'a pas du tout eu une approche à la striptease ou Groland, plutôt à la striptease, mais genre allons voir les ploucs. Enfin, moi, je viens des Hautes-Alpes. J'ai des grands-parents éleveurs. J'étais justement complètement contre cette démarche. Allons voir les ploucs pour rigoler d'eux. On a rencontré des gens à qui on a parlé de la bête des Moges. Est-ce que vous avez entendu parler de la bête des Moges et aux éleveurs? Vous êtes même allé voir des gendarmes? Ouais, j'ai contacté des gendarmes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gendarmes, quand vous êtes allé les voir? Ils étaient pas tout à fait convaincus, mais certains étaient prêts à me rencontrer si je retournais dans les Moges. Allez, mot de la conclusion sur Twitter ou Facebook. Oui, c'est Marie-Flynn qui me dit tout ça n'est qu'un coup du gouvernement pour cacher la présence des extraterrestres parmi nous. Christophe Anglade, vous avez... Moi, je trouve le gag formidable. Je suis un peu déçu du fait qu'il soit commercial. J'aurais adoré que ce soit fait bénévolement par des gens qui avaient envie d'une grosse poilade. En fait, c'est une agence de com qui a monté ce coup-là. Vous êtes une agence de com. Je ne suis pas moi-même une agence de com. Je suis employé par une agence. Ça, c'est un peu décevant. Après, moi, j'adorerais passer ma vie à faire des blagues comme ça. Cela étant dit, l'argent, c'est quand même juste dire aux gens qui nous écoutent que quand on regarde Martin Crépon, on sait qu'il pourrait être dans le terroir à élever des brebis. Aussi épouser la fille de l'éleveur. Il a un côté terrible. C'est vous largement trompé. Merci beaucoup Martin Crépon et merci à Christian Méas qui était au téléphone de Ouest France. Europe 1.